Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce lundi 5 août 2024. Beaucoup d'informations à partager avec vous ce matin dans votre matinale. Tout d'abord, l'analyse, le commentaire et l'appréciation des débatteurs sur le dernier rapport 2023 d'Amnesty International. Le document de l'ONG renseigne sur l'univers carcéral au Bénin avec des chiffres quelque peu inquiétants. Pêle-mêle comme ça, on parle de la mort d'au moins 46 détenus entre janvier et juillet 2023 et ceci dans 4 prisons du pays. Les conditions de détention sont à revoir selon Amnesty International qui appelle les autorités à agir. On dira également 2 mots sur le traditionnel message du chef de l'État à la veille du 1er août. Les Béninois disent l'avoir espéré mais il n'est pas venu. Les choses se sont passées autrement cette année. On commente cette forme d'innovation dans nos élaborations de ce matin. Ce matin toujours, nous serons avec l'honorable Cécile Aroumenou de l'Union progressiste Le Renouveau pour évaluer la plus-value de la discrimination positive au fonctionnement du Parlement. Elle nous propose sa lecture de la présence des femmes députées à l'Assemblée nationale et leur contribution au fonctionnement de l'institution. Restez donc avec nous. À suivre également les autres articulations de votre matinale au fur et à mesure qu'on évolue. Actu Matin, 2 heures d'info. Nous sommes en direct. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, les premières informations, c'est d'abord le service de la rédaction de Canal 3 Bénin. On évoque dans le bulletin matinal de Teddy Goudalo cette fin de mission du chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. Il est élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Bénin. C'est à travers une cérémonie présidée par le vice-grand chancelier du Bénin. Le chef de la délégation de l'Union européenne se réjouit de la qualité de la coopération qu'elle a eu l'honneur de conduire ces 4 dernières années. Les détails à suivre dans un instant. Et puis, réjouissant cette fois-ci, les filles et fils de la commune de Zakpota vivant à Boycon étaient en fête. Les retrouvailles organisées par l'amicale des ressortissants de Zakpota résidant dans la ville Carrefour sont couplées avec les manifestations du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les festivités visent à resserrer non seulement les liens, mais surtout célébrer l'excellence chez les apprenants. Imet Hélène Amoussou nous fera le compte rendu tout à l'heure. Teddy Goudalo, bonjour. Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Allez, le bulletin matinal, c'est avec vous juste après cette petite transition. Allez, Teddy Goudalo, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, pour les services remarquables rendus à la nation, la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin en fin de mission a été reçue dans l'Ordre national du Bénin. C'était vendredi dernier. Absolument, Tanguy, il faut le rappeler, cette cérémonie s'est déroulée semaine écoulée au ministère des Affaires étrangères. C'était en présence de bien d'autres membres du corps diplomatique accrédité. Au Bénin, la chef de la délégation de l'Union européenne se réjouit des services apportés au Bénin. Elle repart toute satisfaite des actions accomplies à Cotonou. On suit le compte rendu. Voici l'acte qui sacre Sylvia Halife, officier de l'Ordre national du Bénin. Cette décoration intervient dans un contexte de fin de mission de la chef de la délégation de l'Union européenne sur le territoire béninois. Une mission débutée le 10 décembre 2020. Pendant son séjour à Cotonou, la récipiendaire s'est distinguée par son engagement en faveur du Bénin. Votre implication personnelle a été déterminante dans la définition du programme indicatif pluriannuel de coopération, donc MIP, doté d'une enveloppe financière globale de 255 millions d'euros au titre de 2021-2027. Vous avez à votre actif développé 3 initiatives type Europe, lesquelles sont concrétisées en symbiose avec les priorités du programme d'action du gouvernement deuxième génération et enregistrées au 31 décembre 2023 pour un engagement financier de 1 039 millions d'euros.
Émue par l'honneur qui lui est fait par la République du Bénin, Sylvia Khalife exprime sa gratitude. Merci de m'avoir donné l'opportunité pour visiter le 12 département du Bénin, visite au cours desquelles j'ai beaucoup compris et appris sur le Bénin, sur son histoire, sur la richesse de sa culture et ses traditions, et surtout sur la vision stratégique politique de votre gouvernement et votre capacité à implémenter cette vision stratégique. Arrivée à Cotonou dans un contexte de Covid-19, la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin peut repartir fière d'avoir accompli sa mission. À l'instant, Hugues Vingbe et Jocelyn Barriga, autre volet de l'actualité. Maintenant, l'amicale des sociologues et anthologues a organisé un café sociologique axé sur le phénomène de suicide en République du Bénin, avec pour thématique principale recrudescence du suicide au Bénin, importation de phénomènes ou symptômes d'un dysfonctionnement social. Métaphysiciens, responsables religieux et prêtres du phare ont opiné sur la thématique pendant plus de 2 heures d'horloge afin de trouver des solutions pour contrer ce fléau qui touche une frange de la population. Réunis dans cette salle, le phénomène récurrent, le suicide, retient l'attention des sociologues, anthropologues, religieux, métaphysiciens et islamologues. Ces médecins de la santé ont porté leurs réflexions sur ce fléau qui prend une vitesse sans cesse dans la société. Au cours de ce conclave, plusieurs approches à travers diverses communications ont été animées aux participants pour mieux comprendre les raisons. Donc on sait qu'on se suicide parce que quand on va se suicider, contrairement à ce que tous mes prédécesseurs ont dit, on se suicide, c'est une manière d'atteindre Dieu, d'aller vers Dieu. Au nombre desquelles de potentielles sources qui peuvent amener quelqu'un au suicide ont été évoquées, ce qui déchire le tissu social. Il y a l'envoûtement qui a lieu dans le monde onirique. On peut vous emmener à travers des successions de cauchemars à vous déséquilibrer mentalement et à vous donner des ordres. Je pense que la détresse, l'isolement, l'abandon, les problèmes psychologiques ne sont pas venus d'ailleurs. C'est l'homme où il est qui en souffre. Alors, on pourrait dire, à mon avis, que bon, c'est un phénomène qui touche tout le monde et qu'on ne l'a pas importé. Quand on expose la nudité aujourd'hui, quand des gens de même sexe se mettent en couple, je ne porte pas de jugement de valeur, mais c'est pour vous dire qu'il y a forcément beaucoup de choses qui déchirent notre tissu social. Cette activité pour les sociologues et anthropologues permet de rechercher les causes les plus lointaines aux plus actuelles. On fait l'hypothèse qu'il s'agit d'une récurrence. Maintenant, les débats de ce jour nous permettront de savoir est-ce qu'il y a réellement récurrence, est-ce que c'est seulement les réseaux sociaux qui donnent beaucoup plus d'écho, mais toujours est-il que c'est préoccupant pour nous qu'un seul individu réussisse à se donner la mort, ça devient préoccupant. Puissent les échanges transdisciplinaires, pluridisciplinaires et pluridimensionnels au regard de la diversité des panélistes éclairer l'opinion publique afin que des pistes de solutions conséquentes soient trouvées pour limiter l'ampleur. Après avoir diagnostiqué les raisons qui poussent au suicide, les panélistes ont suggéré plusieurs approches de solutions pour freiner un tant soit peu le phénomène. On note entre autres la campagne de médiatisation pour montrer le danger, la connaissance de soi-même dans le plan spirituel et la prise du soin mental de l'enfant. Dans le département du Mono, maintenant, l'initiative des vacances entrepreneuriales des élèves et étudiants a bel et bien démarré. C'est une initiative, sinon c'est un projet conçu pour donner aux enfants le goût de l'entrepreneuriat. La première édition est officiellement lancée semaine écoulée avec la sortie de la première cohorte des lauréats. C'était dans les locaux
de la préfecture du Mono. On suit le compte rendu avec Nassi Salosé et Florent Dou. Voici les pionniers d'un projet voulu par le commandement territorial du Mono pour donner aux enfants le goût d'entreprendre. Une vingtaine d'enfants, tous élèves et étudiants, retenus à l'issue d'un test pour la première édition des vacances entrepreneuriales. Chers lauréats et lauréates de cette première cohorte, aujourd'hui, vous représentez la grande famille des jeunes entrepreneurs de notre département et membres du Bénin. Nous vous envoyons les armes en main sur nos territoires pour inculquer un nouveau dynamisme, que dis-je, pour faire un déclic au sein de cette jeunesse béninoise qui t'a aligné ses actions sur les politiques du développement de nos gouvernants. Vous avez désormais les rudiments du bon entrepreneur. Je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter l'environnement des affaires. Et pour affronter ce monde de défis, ces futurs cadres du Bénin ont été moulés dans un exercice de promotion d'idées, d'éveil citoyen, d'outils de gestion d'entreprise, de compétences de vie en santé individuelle et numérique. Une formation couronnée par une attestation et une enveloppe financière en guise de financement pour se lancer. Merci pour tout. Cette graine que vous avez semée en nous portera la promesse des fleurs que vous voyez déjà. Au nom de mes camarades, nous nous engageons à mettre en œuvre ces savoir-faire. Nous nous engageons à utiliser également de manière correcte les financements reçus pour conduire nos activités. Nous n'allons pas vous décevoir. Ces futurs entrepreneurs, première promotion des vacances entrepreneuriales des élèves et étudiants, disposent de la période de ces vacances scolaires pour goûter à l'ivresse de ce monde de défis qui exige beaucoup de persévérance. Ils ont tout de même eu le mérite d'être les précurseurs d'un projet appelé à faire tache d'huile aussi bien dans l'espace que dans le temps. Retrouvailles pour finir entre les filles et fils de la commune de Zapota, c'est bien dans le département du Zou. Les réjouissances organisées par l'amicale des ressortissants de Zapota résidant à Boïkon sont couplées avec la célébration des 64 ans d'indépendance du Bénin. Les festivités visent à resserrer les liens. Elles ont aussi été l'occasion pour primer les enfants admis au baccalauréat session 2024. Imet Hélène Amoussou. Les festivités sont à la première édition. Elles sont organisées par l'association des ressortissants de Zapota résidant à Boïkon. Ces hommes et femmes natifs de la commune voisine à la ville Carrefour se sont donné rendez-vous pour festoyer. Les retrouvailles qui se tiennent pour la première fois visent à créer et renforcer les liens entre ces filles et fils de Zapota. Nous, les filles et fils de Zapota résidant à Boïkon, nous sommes nombreux, mais on ne se connaît pas. Mais quand on est en train d'organiser cette fête-là, on a recoupé tous les filles et fils de Zapota qui est résident à Boïkon là. Donc, on commençait par se connaître. L'instant d'un après-midi autour d'un repas accompagné de belles sonorités, les conversations ont permis à certains d'enrichir à toute fin utile leur répertoire téléphonique. Les réjouissances ont aussi été l'occasion saisie pour primer ceux d'entre eux dont les enfants sont admis au baccalauréat 2024, une manière d'encourager l'excellence scolaire, mais aussi d'initier ces lauréats à la vie en communauté. Je dois présenter mes félicitations à la nouvelle génération qui a relevé un défi en nous mettant anciens et jeunes et enfants ensemble. Et il est important qu'on se retrouve pour mieux se connaître et se rendre service. La relève, c'est les enfants. Donc, c'est aussi de les encourager pour d'aller de l'avant. Donc, nous avons besoin des cadres pour notre commune de Zapota pour contribuer au développement de notre commune. Donc, après nous, c'est ces enfants. Quand ils vont se retrouver, après leurs parents, pour dire, bon,
Voilà, nous allons continuer l'œuvre que nos parents ont continué. Après cette première édition réussie, l'association pense répéter l'événement les années à venir. Elle entend également susciter une adhésion massive de leurs frères et sœurs résidant à Boïcon à leur creuset commun. L'objectif à long terme étant de faire du regroupement une véritable communauté soudée au sein duquel la solidarité ainsi que l'entraide puis l'épanouissement des membres sont amplifiés. Merci à vous, Imet, Hélène Amoussou. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet exercice matinal. Je vous retrouve demain mardi. Bonne journée. Allez, bonne journée à vous, Teddy Goudal. On se retrouve demain mardi pour poursuivre le reste de l'actualité avec nos téléspectateurs. Le temps de consulter cette fois-ci la une du quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui ce matin s'intéresse au Festival des masques à Porto-Novo. C'est la première édition, en tout cas après cette nouvelle donne. Profonde immersion dans les arts et la culture. Titre le journal Maison. Et puis la farine de manioc, un aliment pour l'indépendance du pâtissier. Entretien avec Gracia Christelle Sohoudji. Elle est première au bac série G2 édition 2024. Tenir bon malgré les difficultés inhérentes. C'est le leitmotiv. Une portion donc de ces propos rapportés par le quotidien Maison Fraternité paru ce matin. On est maintenant à la une de Éveil Info. Au nom de la protection des enfants du monde, Credo Gansou décroche un financement de recherche en France. Il faut dire qu'après les 3 masters dont il est détenteur, Credo Gansou, sans répit, poursuit son ascension académique, bénéficiaire de la prestigieuse bourse d'excellence Eiffel, lui ayant permis de sortir diplômé de la Graduate School Sociologie et Sciences Politiques de l'Université Paris-Saclay. Le jeune chercheur vient de décrocher un financement de recherche en France, lui permettant de se consacrer pleinement à un sujet crucial, lequel sujet bien entendu a rapport à la vulnérabilité des enfants les plus démunis face au changement climatique. On est maintenant avec la une du quotidien Les 4 vérités. Ministère de la Justice, les travailleurs, en tout cas nous apprend le quotidien Les 4 vérités, les travailleurs sont en grève à partir du 7 octobre prochain. Et puis dialogue social, gouvernement et représentants syndicaux reprennent les discussions en septembre. Quotidien La Boussole qui fait observer que Luc Atropo étonne par son activisme politique. Et puis le potentiel colloque de l'AIFJB Bénin, les femmes juges célèbrent 20 ans d'engagement. Dégradation de la voie à Kassato Ava, les exploitants de carrières de sable toujours coupables, fait constater le potentiel. La tribune de la capitale, première édition du Festival des masques de Porto-Novo, coup d'essai, coup de maître. Et puis, on revient rapidement à la une du quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui, comme beaucoup d'autres parutions du jour, s'intéresse au Festival des masques de Porto-Novo, profonde immersion dans les arts et la culture. Achetez le quotidien Fraternité et vous avez le reste des détails. Allez, Ali Bouni, bonjour. Je vous reviens tout à l'heure, le temps de m'intéresser très rapidement aux échos de l'Assemblée nationale avec l'honorable Cécile Aroumenou, députée à l'Assemblée nationale, députée donc du parti Union Progressiste, le Renouveau, juste après cette petite transition. Honorable Cécile Aroumenou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Alors, je l'ai dit, vous êtes député Union Progressiste à l'Assemblée nationale, Union Progressiste Le Renouveau, et puis on se propose d'évaluer un peu, je dirais, la discrimination positive des femmes, ce que cela a apporté, en tout cas la plus-value au fonctionnement de l'institution parlementaire. Alors, ma première question est de savoir, être députée femme de la 9e législature, comment on se sent, n'est-ce pas, je dirais, dans le lot des autres citoyens béninois? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Être député, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus ce qu'on est. Par le passé. Par le passé. D'accord. Être député, je crois que la première valeur que tout député prône, c'est l'humilité. Et cette humilité nous oblige
à nous mettre au même niveau que nos citoyens, à être très proche de nos citoyens, afin réellement de partager nos expériences, de vivre leur expérience aussi et d'être réellement, de jouer pleinement notre rôle qui est de porter leur voix au sein de l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, la discrimination positive, puisqu'on en parle, et ça fait partie, je dirais, des grands efforts dans le lot des réformes du régime en exercice, et cela donc a amené beaucoup de femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela a procuré exactement aux femmes que vous êtes? La discrimination positive, je pense qu'il est important pour permettre à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices de comprendre ce de quoi nous voulons parler. Il est important de faire d'apporter un éclairage définitoire à ce concept. Allons-y. La discrimination positive vise effectivement à favoriser les groupes de personnes qui ont subi, qui ont été marginalisés ou sous-représentés dans certains domaines. Et aujourd'hui, le domaine dont nous parlons, c'est le domaine politique. Historiquement parlant, les femmes ont été souvent marginalisées, peut-être liées à notre tradition, mais sur le plan politique, les femmes ont été toujours sous-représentées. Et c'est pour corriger cette sous-représentation au niveau des instances de décision que grâce au code électoral de décembre 2019, qui a permis aux femmes d'être positionnées, une femme par circonscription électorale. C'est une première dans l'histoire du Bénin. C'est grâce à ce code électoral qu'aujourd'hui nous avons 29 femmes à l'Assemblée nationale. C'est un record en quelque sorte. C'est un record. Et c'est un fait qu'il faut encourager. Et ça, je passe par ce canal-là pour dire vraiment merci, pour marquer notre gratitude et notre reconnaissance à l'endroit du président de la République qui a soutenu fermement cette réforme-là. Et aussi à tous les anciens députés de la 8e législature. Sinon, même sans le vote, on ne pourrait pas vraiment être à ce nombre-là aujourd'hui. Donc, je voudrais dire, les femmes, qu'est-ce que ça nous a apporté? Vous avez parlé de la plus-value. Oui, de la plus-value. Absolument. Hier, la majorité des femmes étaient vraiment dans l'ombre. Aujourd'hui, ça a permis la plus-value fondamentale, c'est l'émergence sociopolitique de ces femmes députées. Surtout l'évolution, la marque de leur leadership dans chaque circonscription électorale et sur le plan national. Parce qu'une fois déjà élu, on ne peut plus parler d'un député d'une circonscription. On parle simplement de député de la nation par rapport au principe de non... il y a un principe qui stipule que lorsque vous êtes élu, vous êtes dans votre circonscription électorale, vous êtes désormais non pas seulement député de votre circonscription, mais député sur le plan national. Absolument. Voilà ce que je peux répondre par rapport... Mais au-delà de tout ça, au-delà des avantages de la plus-value que ça a apporté aux femmes parlementaires, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les femmes qui sont dans nos villages, dans nos campagnes, dans nos villes, ont plus confiance à ces femmes députées. Marquent leur adhésion et permet vraiment, et se confient réellement à ces femmes. Et ensemble, je crois que nous faisons le chemin. D'accord. Alors, dans la pratique, comment vous fonctionnez avec les hommes? Est-ce que vraiment la voix de la femme compte à l'hémicycle ou bien vous vivez le dictat des phallocrates que sont les hommes? Et vous me posez une question qui me fait sourire. Oui, parce que c'est une manière de me demander comment nous collaborons, les femmes collaborent avec leur époux à la maison. Mais je crois qu'on ne va pas aborder ce point de votre question. Comment ça se passe à l'hémicycle? Mais comment ça se passe à l'hémicycle? Je disais tantôt que c'est grâce au leadership et à la volonté politique des députés de la 8e législature. Ces députés, à la 8e législature, les femmes étaient moins de 10%. Cela veut dire que ces députés qui ont voté, c'est parce qu'ils veulent réellement un changement sociopolitique pour les femmes dans notre pays, que effectivement cette loi a été votée. La collaboration aujourd'hui, c'est une collaboration franche. C'est une collaboration qui est marquée de respect des uns pour les autres. Et nous avons un règlement. L'Assemblée nationale, les députés
sont régis par un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et par rapport à ce règlement, il n'y a que de la place pour le respect, il n'y a que de la place pour réellement accomplir la mission pour laquelle nous sommes à l'Assemblée nationale. Donc je vais vous dire que la collaboration se passe très bien entre les députés masculins et les députés féminins. Alors vous avez pris fonction de façon globale depuis février 2023. Oui. Nous sommes en juillet, sinon nous sommes en août 2024. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif des femmes députées à l'Assemblée nationale? À l'actif des femmes députées. Cela m'oblige à dire, peut-être, je ne vais pas vous poser des questions, mais je vais répondre autrement. Vous allez me donner une réponse interrogative. Interrogative. Il n'y a pas de mission distincte au niveau de l'Assemblée nationale que nous soyons députés hommes ou députés femmes. La mission est la même. Nous avons 3 missions fondamentales. Légiférer, contrôler l'action du gouvernement et procéder aussi à jouer le rôle de représentativité, de représentation. Lorsqu'on parle de loi, il n'y a pas à dire que si nous sommes femmes, nous allons nous mettre d'un côté pour laisser les hommes faire. Nous sommes tous là pour jouer le rôle qui est le nôtre, qui sont les nôtres. Depuis que nous sommes à l'Assemblée nationale, toutes les femmes sont inscrites dans les commissions, de même que les hommes. C'est une obligation. Toutes les femmes participent aux activités de la plénière à l'hémicycle. Mais au-delà de tout ça, nous avons au niveau, puisque nous sommes 29 femmes au niveau de l'Assemblée nationale pour cette législature, nous avons une association de femmes, de ces 29 que nous appelons le caucus des femmes parlementaires. Et le rôle fondamental de ce caucus, c'est de sensibiliser nos femmes, de porter les voix des femmes, c'est de permettre réellement que ce que la loi qui a permis à nous, les 24 femmes élues dans chaque circonscription électorale, outre ceux qui sont élus sur la liste ordinaire, permettre de porter, de plaidoyer pour que réellement nos sœurs qui sont dans les communes puissent aussi en profiter. Je vais dire par là que nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que cette mesure-là puisse être arrivée au niveau des communes afin d'améliorer la représentativité des femmes au niveau des conseils communaux. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que vous arrivez à bousculer en tant que femme? Parce que sans doute, cette discrimination que vous dites avoir subi avant, je dirais, les réformes qui ont amené assez de femmes à l'Assemblée, peut-être que vous travaillez à rattraper un certain nombre d'aspects. Est-ce qu'il vous arrive de vous associer entre femmes au-delà de votre caucus et bousculer les choses au niveau du Parlement de manière à ce que les hommes s'associent à vous pour faire évoluer les choses? Les femmes de la 9e législature ne sont pas des femmes repliées sur elles-mêmes. C'est ça. C'est des femmes ouvertes et qui sont disponibles et qui bougent beaucoup. Je vais vous donner simplement l'exemple. Nous collaborons vraiment avec l'Institut national des femmes. Nous avons fait plusieurs séminaires ensemble et nous continuons. Au-delà même, nous travaillons avec d'autres partenaires, les ONG, afin que réellement nous puissions marquer notre passage, surtout marquer la 9e législature. Et nous y croyons fermement. D'accord. Allez, les questions, je dirais, de coposerie, d'opposition et de mélange à l'Assemblée nationale. Au niveau de vous, les femmes, de même que les femmes de l'opposition, parce que oui, vous êtes une femme du parti Union progressiste, le Renouveau, qui a de la mouvance. Avec fierté. Voilà, qui a de la mouvance. Alors qu'il y a également des femmes dans le lot du parti de l'opposition, les démocrates, avec qui vous collaborez au niveau du Parlement. Comment cela se fait? Je suis toujours dans le cercle féminin. Comment cela se passe exactement? On ne peut pas. Nous ne sommes pas tous de même bord politique. Nous ne prenons pas tous les mêmes valeurs. D'accord? Chaque parti politique a ses valeurs. Chaque parti politique a sa devise. Lorsque nous arrivons au niveau de l'hémicycle, de façon générale, nous avons une rivalité. Peut-être il y a des rivalités politiques. Mais ces rivalités politiques
n'empêche pas les femmes qui sont, quel que soit notre bord politique, de collaborer. D'accord. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de COSUS, des femmes parlementaires. Oui. Tant il y a les femmes élues sur la liste de l'Union progressiste de renouveau, les femmes élues sur la liste de bloc républicain, de même que les femmes de l'autre côté, de RD. Cela veut dire que nous devons aller au-delà de nos rivalités politiques. Si nous voulons vraiment marquer notre passage, nous devons aller au-delà. Ça, c'est l'idéal. Mais dans la pratique, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Parce qu'on sait que la manifestation, je dirais, de la rivalité ou de la jalousie de la femme, c'est tout autre chose que quand il s'agit des hommes, paraît-il. Non. Notre rivalité, nous l'avons depuis notre installation. Depuis la mise en place de notre caucus, on s'est donné une ligne directrice. D'accord. Et cette ligne-là, jusqu'à ce jour, toutes les femmes l'ont respectée. Les rivalités de coépouses et autres là, c'est quand chacun se retrouve dans son cercle familial. D'accord. C'est quand chacun se retrouve dans sa ligne, dans son environnement politique ou autre. Mais au niveau des femmes, je crois que vraiment, nous essayons de surpasser pour pouvoir atteindre nos objectifs. D'accord. Alors, on parle de discrimination positive, d'accord, mais dans la pratique, quelle est, je dirais, la discrimination négative que vous subissez? D'abord, au sein de votre parti politique, Union progressiste, le renouveau, et maintenant au niveau du Parlement. Au sein de notre... Les graissements de dents ne manquent pas, non? Non, s'il vous plaît. Et la discrimination négative? Oui. Vraiment pas. Ah bon? Non. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Les femmes ne se voient pas taquiner au sein du Parti progressiste Le Renouveau. Pas du tout. Vous ne vous voyez pas surmonter non plus au niveau du Parlement. D'abord, je vais vous dire qu'il y a l'une des valeurs que prône l'Union progressiste Le Renouveau, c'est la solidarité. Et cette solidarité, on le vit au jour le jour. Les femmes sont toujours associées à tous les niveaux. Et les femmes participent de façon active aux activités du parti politique. Est-ce que ça ne veut pas dire que cette solidarité aussi amène à des moments donnés qu'on vous taquine, que vous dites, bon, nous sommes solidaires, nous sommes toute une équipe fonctionnant malgré la taquinerie? Dans tout parti politique, il faut ce que nous appelons l'observation de la règle. D'accord. Fixé par la ligne, fixé par mais surtout la discipline. Si nous devons observer la discipline, quel que soit ce qui peut arriver au niveau de notre parti politique, nous sommes tenus d'observer la ligne et d'aller de l'avant. Donc il n'y a pas, à mon avis, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de discrimination négative dans notre parti politique. Et même au sein de notre Parlement, il n'y a pas de discrimination négative. Nous avons la chance d'avoir autour de nous des hommes qui écoutent et qui nous écoutent réellement. D'accord. Lorsque nous avons préoccupation, aucun des députés masculins n'a jamais fermé sa porte pour nous écouter. Nous sommes toujours là et nous collaborons de façon franche. D'accord. Alors, honorable Cécile Aroumenou, en ce qui concerne, je dirais, Rosine Soglo, parce que c'est une des femmes parlementaires du passé qui avait une façon de faire qui, d'une manière ou d'une autre, a semblé enchanter beaucoup d'autres femmes. Vous êtes située de quel côté dans tout ça? Qui suis-je pour parler de Rosine Soglo? Rosine Soglo, c'est une figure emblématique pour notre pays. Madame Rosine Soglo, Rosine Soglo, est une femme qui a beaucoup capté l'attention de ses citoyens, que ce soit masculin ou féminin. C'est une femme qui, à travers ses prises de parole impressionnantes, et qui montre d'ailleurs qu'il a un champ de culture très large, a toujours laissé les gens... Tu ne peux pas suivre Rosine Soglo et quand même l'émission pratiquement à la fin, tu te dis, mais est-ce qu'on peut encore répéter? C'est une dame vraiment pour qui j'ai beaucoup de l'admiration, pour qui j'avais beaucoup de l'admiration, mais tout passage sur cette terre a une fin. D'accord. Je vais simplement parler de cet effet que j'ai gardé, certains souvenirs que j'ai gardés de la présidente Rosine Soglo, feu Rosine Soglo. C'est surtout la création de son ONG,
Oui. Qui a permis vraiment d'aider les enfants orphelins et surtout faire la promotion d'autonomisation des femmes. Deuxième chose que j'ai gardée de la présidence de Rosine Soglo, c'est sa lutte pour permettre aux femmes d'avoir plus de visibilité dans l'arène politique. C'est déjà avec la présidence de Rosine Soglo que la lutte pour élargir la participation, la représentativité des femmes au sein des instances de décision, elle a été une figure qui a vraiment lutté dans ce sens-là. Je vais simplement m'arrêter parce que je suis trop petite. Vous avez beaucoup de choses à dire là. Voilà, je suis trop petite pour parler de ça. Alors, on va terminer maintenant et parler, je dirais, de votre lecture, de la présence des femmes dans les autres institutions de la République. Pensez-vous qu'on a fait vraiment un grand effort ou bien il y a encore à faire? Tant qu'il y a beaucoup de choses que nous avons caillées à l'aide du président Patrice Talon. C'est ça. Nous avons, je vais donner peut-être l'exemple du gouvernement actuel qui compte 22. Nous avons 5 femmes avec un pourcentage que vous pouvez déjà imaginer. C'est encore grâce au président Patrice Talon que nous sommes aujourd'hui 29 femmes à l'Assemblée nationale. Il reste beaucoup de choses à faire. Même au niveau des instances, de la présidence des institutions de la République, nous avons gagné, mais nous continuons de demander, de négocier avec le président de la République parce qu'il y a un père qui a vraiment confiance aux femmes et nous soutenons, il nous soutient et nous continuons de demander pour que réellement nous puissions en bénéficier davantage de sa disponibilité et surtout de son amour aux femmes. D'accord. Allez, votre mot de conclusion. Mon mot de conclusion, je vais dire simplement que nous avons des défis en tant que femmes. D'accord. Défis parce que jusqu'à présent... Êtes-vous prête à les relever? Absolument. Absolument. Nous sommes des femmes bien engagées. Nous avons eu l'opportunité et nous sommes déterminés à ne pas décevoir. Les défis, je vais peut-être en parler rapidement. Allons-y rapidement. C'est surtout continuer de lutter contre les stéréotypes qui continuent d'enfreindre l'épanouissement, qui continuent d'enfreindre à la bonne marche de la vie de notre société. Nous devons continuer à œuvrer pour que les femmes prennent conscience qu'elles ont des potentialités qu'elles peuvent exploiter, qu'elles peuvent déployer, et il ne reste qu'à se faire confiance pour aller de l'avant. Donc, je veux dire, les défis sont multiples et nous, ensemble, avec la masculinité positive, nous allons y arriver. Nous comptons parce que nous parlons de femmes, mais la femme ne peut rien toute seule. Il faut toujours l'appui des hommes. Il faut l'appui des hommes parce que nous constituons un indivisible. D'accord. Madame Cécile Aroubeno, merci beaucoup. Merci d'être venue sur le plateau. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes députée à l'Assemblée nationale, députée du parti Union progressiste Le Renouveau. Et donc, avec vous, nous avons parlé de la plus-value de la représentativité des femmes au Parlement, beaucoup plus la discrimination positive, ce que cela a apporté au fonctionnement de l'institution parlementaire. Allez, petite transition et nous sommes avec Alim Mouni pour parler sport. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui,
Oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et troisième du littoral au bac G2, cinquième du Bénin au bac G2 et sixième du Bénin au bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la Réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Clé de la Réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin, vont en face du marché Ménantin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la Réussite, nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Ali Mounir, bonjour. Oui, bonjour. Allez, vous notez pour le Bénin, les différents athlètes béninois à Paris ont, je dirais, ont bercé les Chines. Oui, c'est terminé pour le Bénin aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Tous nos athlètes en course ont été éliminés. La dernière en date, c'est bien sûr, c'était hier soir où Noélie Arigo planchait pour l'étape des demi-finales. La Guépa donc de la Pandjari, celle qui est surnommée ainsi. L'espérance donc de toute la nation pour une médaille olympique a une fois encore échoué aux portes de la finale dans sa spécialité. Alignée donc dans la première série des demi-finales de 800 mètres d'âme, l'Amazone a fini sa course à la 8e position avec un chrono de 2 minutes 1 seconde 35 centièmes. Pourtant, lors des premières séries, le vendredi 2 août dernier, elle avait réalisé une belle performance avec un chrono d'1 minute 59 secondes 68 centièmes, prenant donc la 3e place qualificative donc pour les demi-finales. Elle signe donc une 3e élimination consécutive à cette étape de la compétition, donc après les JO de 2016 à Rio et de 2020 à Tokyo. C'était donc la dernière représentante du Bénin encore en compétition après l'élimination donc des 4 autres athlètes béninois qui prenaient part à ces Jeux Olympiques. Didier Kiki en athlétisme, Alexis Kpadé, Yona Douye dans la natation, tous qualifiés bien sûr par principe de l'universalité, et enfin le judoka Valentin Winator qui était également éliminé donc de cette compétition. On va poursuivre rapidement, parler toujours des Jeux Olympiques avec les sports, les différents résultats des sports collectifs. On commence par le basketball féminin. Donc les rencontres de la 3e journée ont été disputées hier, et donc pour ce qui concerne le groupe A, l'Espagne s'est imposée à la Serbie 70-62, la Chine a pris le dessus sur le Porto Rico 80-58, la Belgique a battu le Japon 85-58. On est au niveau du groupe B, et puis l'Australie qui s'est imposée à la France 79-72. Malgré cette défaite, les Françaises quand même sont qualifiées pour l'étape suivante. Au niveau du groupe, c'est les États-Unis, comme bien sûr sans aucun doute se sont imposés à les adversaires, l'Allemagne 87-68. Le Nigeria, la plus belle représentation africaine bien sûr au niveau de cette compétition de basketball, s'impose au Canada 79-70. Pour l'étape suivante, ce sera les quarts de finale, et donc on aura à partir du 7 août prochain la Serbie qui affrontera l'Australie, l'Espagne jouera contre le Japon, l'Allemagne affrontera la France, et puis le Nigeria aura pour adversaire les États-Unis. De toutes les façons, à ce niveau, ce sera, je dirais, assez compliqué pour les ambassadrices africaines, si on peut le dire de cette façon, puisque l'adversaire, c'est bien sûr les États-Unis. Au niveau des hommes, du basketball masculin, bien entendu, la 3e journée a également été disputée ce week-end. La Serbie a pris le dessus sur le Soudan du Sud 96-85. Les États-Unis ont battu le Porto Rico 104-83. L'Allemagne s'est imposée à la France sur le score donc de 85-71. Le Canada s'impose à l'Espagne avec seulement 3 points d'écart, 88-85. La Grèce bat l'Australie 77-71. Et pour finir, la victoire du Brésil 102-84, c'était donc face au Japon. La suite, ce sera donc les rencontres des quarts de finale qui auront lieu à partir de demain, mardi 6 août. L'Allemagne affrontera la Grèce, la Serbie aura pour adversaire l'Australie, la France jouera contre le Canada, et pour finir, le Brésil aura pour adversaire les États-Unis.
États-Unis. On passe maintenant au sport roi, le football, bien entendu, avec les rencontres des quarts de finale qui ont été disputées au niveau de cette discipline chez les dames. Le Brésil s'est imposé à la France. But à 0. L'Allemagne a pris le dessus sur le Canada après les épreuves fatidiques des tirs au but. 4 tirs réussis contre 2. L'Espagne également s'est retrouvée dans le même exercice en s'imposant à la Colombie. 4 tirs réussis également contre 2. Après le score de parité de 2 buts partout à l'issue donc du temps réglementaire, 120 minutes. Puis pour finir, les États-Unis se sont imposés au Japon 1 but à 0. Pour ce qui concerne les demi-finales, on aura donc les États-Unis qui affronteront l'Allemagne et le Brésil qui aura pour adversaire l'Espagne. Au niveau du football masculin, les quarts de finale présentent les différents résultats comme suit. La France s'impose à l'Argentine 1 but à 0. C'était de l'euphorie totale pour cette explication. Bien entendu, l'Égypte est qualifiée pour les demi-finales en s'imposant donc au Paraguay lors des tirs au but. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. En tout cas, il y a 5 tirs réussis pour l'Égypte contre 4 pour le Paraguay. L'Espagne s'est imposée à son adversaire donc du Japon 3 buts à 0. Et pour finir, le Maroc qui continue toujours de faire forte sensation, 4 buts à 0. C'était face aux États-Unis. Donc, 2 représentants africains qui vont disputer les demi-finales qui auront lieu donc à partir de ce jour, à partir de 17h. Le Maroc affrontera l'Espagne et puis la France aura pour adversaire l'Égypte. Wahab, voilà pour ce qui concerne donc les JO en cours actuellement donc du côté de la France. Allez, on ira au-delà de ces échos des Jeux olympiques qui se déroulent en ce moment même à Paris en France et évoquer cette fois-ci les nouvelles notes des fédérations sportives qui poursuivent, j'allais dire, leurs différentes activités statutaires au plan national. C'est le cas bien entendu des championnats nationaux d'athlétisme qui ont organisé week-end dernier quelques actions. Bien entendu, pendant que les Jeux olympiques se déroulent, les fédérations continuent poursuivre bien sûr avec les activités, vous l'avez bien précisé, et puis la compétition dont il s'agit ici, c'est bien sûr les championnats nationaux d'athlétisme qui ont été organisés, qui sont déroulés sur les installations du stade général Mathieu Kéyoko de Cotonou, bien sûr les installations qui sont accréditées par l'instance dirigeante internationale de cette discipline, avec à la clé la participation de plus de 200 athlètes venus de différentes régions du Bénin. Du vendredi donc au samedi dernier, les athlètes en compétition se sont défiés sur les 43 épreuves de la discipline. Des pays invités également pour le rendez-vous ont tous répondu présents à l'instar donc du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Voici le reportage sur le récit de Candide Ouinto. Ils sont au total 262 athlètes venus des 12 départements du Bénin à se lancer dans la course au titre dans les 43 différentes épreuves inscrites. Durant 2 jours de compétition, les athlètes des catégories U16, U18, U20 et seniors se sont mesurés dans 54 épreuves de course, 12 épreuves de lancer et 12 épreuves de saut. Entre autres, les 100, 200, 400 et 800 mètres, les sauts en longueur, en hauteur et à la pêche, puis les lancers de javelot et de disque. Ce rendez-vous de 2024 des championnats nationaux de la première discipline olympique a également connu la participation des athlètes du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Des invités spéciaux des championnats nationaux dont l'objectif est d'amener les athlètes béninois à se surpasser. Obligatoirement, ça donne d'impact. Ça fait que nos athlètes aussi, en les suivant, améliorent leur performance. Donc, c'est quand même une opération à encourager. L'édition 2024 des championnats nationaux d'athlétisme s'est déroulée en 4 différentes sessions. Tout comme en 2023, c'est le chronométrage électrique qui est utilisé sur les épreuves de course, ce qui permet de relever de nouvelles performances au bout des 2 jours de compétition. Nous avons observé vraiment de très belles performances. Il y a des performances qui ont dépassé ce que nous avons dans le cahier de record. Au lancer des 10 dames, il y a eu un jet de 43,02. L'ancien record, c'est 42,52. Donc, ça fait 50 cm en plus. Il reste beaucoup à faire, mais je vous dis déjà que dans les jours à venir, nous aurons à organiser 3 camps régionaux, c'est-à-dire un camp pour la Takora, Donga, Borgou, Alibori, à Bemereke
un camp dans le Mono pour Zou, Pauline, Mono, Koufo et un troisième camp à Porto-Novo pour Atlantique, Littoral, Louémé, Plateau. Les 3 premiers dans les différentes catégories au niveau des 43 épreuves de ces championnats nationaux d'athlétisme de 2024 sont tous repartis avec des médailles selon leur rang respectif. Pour cette édition, c'est la Ligue Atlantique Littoral qui termine en tête avec un total de 114 médailles remportées. Celle du Borgo à Libori termine à la 2e place avec 38 breloques et 20 pour Louémé Plateau qui vient sur la 3e marche du podium. Et merci à monsieur le... Allez, on finit avec le volleyball. Donc, le championnat national se poursuit. On est donc à l'étape des demi-finales au niveau des dames. Donc, ce week-end, la Olympique s'est inclinée face à Queens, 3-7-0, 25-20, 25-22 et 25-16. Énergie, de son côté, s'est inclinée face à l'équipe donc de Vessos, 26-24, 10-25, 15-25, 15-25, ça fait donc 3-7 à 1. Pour ce qui concerne les résultats chez les hommes, Jiba s'est imposé à l'ADA Olympique 3-7-0, 25-17, 25-19, 25-16. Et puis, Finance qui a pris le dessus sur Énergie. VBC, nous sommes au niveau des hommes, bien entendu, cette fois-ci, 25-22, 25-19, 25-22. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Ali Boumni, merci beaucoup. L'information se poursuit toujours sur le plateau d'Atu Matin. Nous sommes sans transition avec Léopold Ganroumédé. Léopold Ganroumédé, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Allez, vous êtes le directeur adjoint du cours AC, chef service des activités artistiques, culturelles et sportives. On est curieux de savoir comment se porte le cours AC actuellement. Je pense que le cours se porte très bien. Vous savez que le cours, de sa mission régalienne, j'ai l'hébergement, la restauration, la santé, le transport, les activités artistiques, culturelles et sportives. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. D'accord. Alors, vous organisez, dois-je dire, la 8e, sinon la 8e des Jeux Intercampus 2024. De quoi s'agit-il exactement? Les Jeux Intercampus, c'est le prolongement du championnat pluridisciplinaire. Vous savez, le cours a pour vocation d'animer la vie sportive sur les différents centres universitaires. Et là, il a eu d'abord le championnat pluridisciplinaire au niveau de chaque centre universitaire pour dégager les équipes championnes de chaque centre universitaire au niveau de chaque discipline, notamment au niveau du football, du basket masculin féminin, du handball féminin, du Scrabble et les Jeux paralympiques. Et c'est les équipes championnes qui viennent maintenant aux Jeux Intercampus pour qu'on puisse dégager les championnes au niveau des universités. D'accord. Alors, combien d'équipes sont sélectionnées cette année et quelles sont les disciplines retenues cette fois-ci? Je pense que par centre universitaire, il y a 14 équipes par discipline. D'accord. Et comme discipline, je pense que je l'ai déjà dit. Comment elles ont été sélectionnées surtout? Non, leur sélection, c'est de fait. Parce que, comme on a déjà joué le championnat pluridisciplinaire, le championnat pluridisciplinaire, c'est le championnat entre les différentes entités de centre universitaire. D'accord. Et c'est la meilleure équipe qui a gagné, c'est cette équipe qui est venue maintenant pour les Jeux Intercampus. Donc la sélection, c'est de fait, c'est à travers le championnat pluridisciplinaire organisé au niveau de chaque centre universitaire qui a opposé plutôt les différentes entités du centre universitaire. D'accord. C'est visiblement la 8e édition. Quelles sont les innovations de cette année? Les innovations, c'est d'abord au niveau du format. Avant, les handicapés n'étaient pas pris en compte. Aujourd'hui, les handicapés sont pris en compte, c'est-à-dire le sport paralympique est pris en compte. En dehors de ça, également, il y a les lots. On a essayé d'harmoniser les lots. C'est qu'il n'y a plus le football qui soit roi et que la recommandation du football soit particulière par rapport. D'accord. Et en dehors de ça, il y a également la collaboration avec les fédérations sportives. D'accord. Alors, vous lancez, je dirais, les hostilités dès demain, mardi. Dès demain, ça va se dérouler à 14h sur le campus d'Abomey-Calavi. D'accord. Précisément sur le terrain de football. D'accord. Alors, que deviennent les talents sur le terrain? Parce que lors de ces différentes compétitions, on a les yeux rivés sur ceux qui déploient assez d'énergie et qui ont de meilleures performances. Donc, ces talents, comment on arrive à les détecter? Quel travail est fait? Quelle politique est mise en œuvre pour leur professionnalisation? D'accord, je pense que nous rêvons vraiment du laboratoire du sport qu'était l'université. Et nous voulons vraiment renouer avec ce label. C'est pour cela que, parce qu'il ne sert à rien d'organiser des jeux et après de laisser les talents partir sans les promouvoir.
Donc, il faut reconnaître que dans les différents clubs, il y a beaucoup d'étudiants qui ont joué le championnat, les jeunes intercambiés qui se retrouvent dans les différents clubs. Mais ils ne sont pas valorisés. Donc cette année, nous sommes en train de vouloir signer un protocole d'accord avec les différentes fédérations sportives. Et d'abord, ces fédérations sont invitées, leurs directions techniques sont invitées par des courriers officiels au niveau de ces jeux pour que les sélections soient faites par les différentes directions techniques. Et avec le protocole d'accord, on va beaucoup plus valoriser ces joueurs et savoir et négocier autrement leurs contrats. Parce que s'ils sont portés par une administration, par l'université, leur contrat sera beaucoup plus alléchant. On va les suivre davantage. D'accord. Alors, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et à travers le COUS AC, quelles sont les attentes à proprement parler? Non, les attentes, il faut reconnaître que nous rêvons vraiment d'avoir des équipes universitaires compétitives dans chaque domaine. D'accord. Pour la participation aux compétitions universitaires nationales, sous-régionales et internationales. Parce qu'avant, nous participons aux Jeux universitaires ouest-africains et également aux Jeux de la Fédération internationale des sports universitaires. D'accord. Un peu pour, je dirais, susciter une certaine, en tout cas, inciter les athlètes. C'est quoi la nature exacte des Jeux, des lots à gagner? Les lots sont très alléchants. D'abord, tous les participants vont partir avec des maillots. D'accord. Avec des ballons. Et avec des trophées. D'accord. Les premiers de chaque poule, de chaque discipline, partiraient avec 300 000 francs. D'accord. Les deuxièmes, 200 000 francs. Troisième, 100 000 francs. Les lots de consolation, 50 000 francs. Et les meilleurs joueurs, meilleurs buteurs dans chaque discipline, partiront avec 30 000 francs. D'accord. Et il y a beaucoup d'autres lots en nature que je ne vais pas citer ici. La singularité, comme vous l'avez souligné, c'est bien entendu la participation des athlètes, je dirais, handicapés. Des dispositions sont prises pour des questions de sécurité et autres. Les décisions sont totalement prises pour la sécurité, parce que vous savez que les handicapés, c'est une couche sensible et on doit les traiter vraiment avec beaucoup plus d'attention. Vous savez, depuis la prise de deux décrets, c'est-à-dire les décrets de promotion et de protection des personnes handicapées, il est fait l'obligation à tous les gouvernants plutôt, d'avoir une attention particulière à cette couche-là. Et c'est pourquoi vraiment nous veillons vraiment à cette couche et ça sera organisé au niveau du goalball et également au niveau du basketball en fauteuil roulant. D'accord. Votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion, c'est d'appeler vraiment la communauté universitaire, surtout les étudiants, à la fête. C'est ça. Il faut que chaque supporter, chaque entité, chaque université puisse venir supporter son équipe, mais dans le fair play. Parce que plus qu'un enjeu, c'est le jeu. D'accord. Plus qu'un enjeu, c'est le jeu. Merci beaucoup, Léopold Ganfou-Médé. Vous êtes directeur adjoint du COUS AC. Vous êtes également chef service des activités artistiques, culturelles et sportives. Merci d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. On prend donc le rendez-vous de demain, mardi, n'est-ce pas, à 14h. Ce serait au campus universitaire d'Abomey-Calavi. Merci Ali Para. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, voici nos discussions de ce lundi. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Le Bénin a célébré le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Les manifestations officielles ont démarré dans la matinée de jeudi 1er août par le dépôt de gerbes au pied du monument aux morts. Une tradition à laquelle le chef de l'État a sacrifié en présence du préfet du littoral et du maire de Cotonou. Patrice Talon s'est ensuite rendu sur l'esplanade de la place de l'Amazone sur le boulevard de la Marina
lieu choisi pour abriter le défilé militaire. Avec à ses côtés la première dame, le chef de l'État a assisté aux parades des forces armées béninoises et de la police républicaine. L'innovation apportée à cette édition a été la présence des forces armées belges et nigérianes qui ont offert un spectacle inédit aux populations massivement mobilisées. La partie surtout qui m'a marqué, et j'ai coulé des larmes, j'ai vu beaucoup couler des larmes, c'est la partie de peloton qui représentait le Mirador. Nous avons vu leur démonstration, vous avez vu les conditions difficiles dans les zones où les djihadistes apparaissent. Mais malgré ça, nous avons moins de morts du côté des forces militaires que du côté des terroristes. Le Festival des masques de Porto Novo, né sur les cendres du Festival international de Porto Novo, a ouvert ses portes le vendredi 2 août 2024. La première activité majeure de ce grand rendez-vous artistique et culturel a été le colloque scientifique international qui a eu pour thème « Sur les traces du vaudou dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage ». Il s'agit, selon le professeur Maoyo Kakou, président du comité des rites vaudou du Bénin, d'analyser les arts, les cultures et la spiritualité des sociétés post-esclavage afin d'y déceler les vestiges du vaudou, quelles que soient les figures sous lesquelles ces vestiges se présentent. Les travaux de ce colloque scientifique ont été lancés par le ministre Modeste Kérékou, qui assure l'intérim de son collègue Jean-Michel Abimbola, chargé du tourisme, de la culture et des arts. Ces moments vont sans doute donc générer une documentation de référence qui servira de bréviaire à la poursuite de l'action publique en matière de promotion du patrimoine culturel et de développement du tourisme religieux. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a signé un protocole d'entente avec la Commission électorale nationale autonome. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre des élections consulaires de la mandature 2025-2030. L'objectif est de bénéficier, comme ce fut le cas il y a environ 5 ans, de l'expertise de la structure en charge de l'organisation et de la supervision des élections au Bénin. La cérémonie de signature des documents s'est déroulée mercredi au siège de la Sénat à Cotonou. Les élus consulaires de la mandature sortante ont été installés le vendredi 7 février 2020. C'est tout pour rassurer que la Sénat a maintenant l'expertise. La Sénat a la disposition pour accompagner des exercices du genre. Les travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au gouvernement syndicat ont été ouverts le jeudi 2 août 2024. À l'ordre du jour de la session, la cherté de la vie, la mise en œuvre du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain et bien d'autres questions diverses. L'Association internationale des femmes juges chapitre Bénin a célébré son 25e anniversaire de naissance la semaine dernière. À cet effet, elle a organisé à Cotonou un colloque sur le thème AIFJ Bénin 20 ans de leadership dans la promotion et le renforcement de l'égalité des genres. Fondée en août 2004, l'association a pour mission de faire entendre la voix des femmes en œuvrant à promouvoir une justice inclusive, une justice où les femmes exerçant les professions judiciaires ne sont pas victimes de stéréotypes. Le lancement de cette rencontre a été fait vendredi dernier en présence de plusieurs délégations régionales de femmes magistrates et surtout de plusieurs icônes de l'écosystème judiciaire du Bénin. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire.
Rebonjour à tous, voici le commentaire de la rédaction. Franck Arounou, bonjour. Bonjour, Wakab Ali Para. Allez, on s'intéresse au 1er août. Tout à l'heure, nous aurons à faire le bilan sans doute des festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Mais vous dites que la marche continue, pourquoi? Évidemment, Wakab Ali Para, la marche continue parce que l'idéal de tous les efforts que nous fournissons aujourd'hui, c'est le développement, le mieux-être partagé. La marche continue parce que nous devons bâtir un Bénin où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. La marche continue et doit continuer parce que nous avons le devoir de léguer aux générations futures un héritage digne de celui que nous ont laissé tous les fils et toutes les filles du Bénin qui se sont battus jusqu'au sacrifice suprême pour maintenir la patrie debout pour vous et pour moi. Avant même que l'indépendance soit proclamée en 1960, des fils et filles du Bénin ont montré leur amour pour ce pays en ne permettant pas qu'il soit détruit, possédé et pris par ceux que vous savez. Je pense aux luttes à cœur vaillants menées par Béanzin, Kaba, Tofa, Bioguerra et j'en passe. La marche continue parce que à nos progénitures, nous avons le devoir de laisser une corde bien tendre au bout de laquelle ils vont tisser bien d'autres tant que nous n'aurions pas atteint un niveau où les problèmes de subsistance ne seront plus des préoccupations pour nous, tant que nous n'aurions pas travaillé à régler les problèmes d'emploi des jeunes, tant que nous n'aurions pas atteint un niveau où l'eau, l'électricité, les soins de qualité ne seront plus un luxe, nous allons continuer la marche. C'est justement dans la marche que nous trouverons des solutions à nos difficultés communes, faire baisser la paupérisation galopante des populations. Autrefois, c'était des assaillants est venu d'ailleurs que notre union et notre unité légendaire ont permis de repousser. De nos jours, nos ennemis, c'est nous-mêmes, ce sont les djihadistes, les terroristes qui se nourrissent de la violence et de la terreur. Et comme en 1972, si chacun de nous se bat avec l'âme qu'il a à sa disposition, nous pourrons repousser ses adversaires de la paix, de la quiétude qui sèment l'horreur, la peur sur leur passage. Si nous n'arrêtons pas de marcher, eh bien, il risque de transformer notre société en une jungle, en une terre de méfiance, en une société dans laquelle la loi du talion aura droit de citer. Nous ne marchons pas résolument ensemble. Si nous ne le faisons pas, ils vont fragmenter notre société. C'est pourquoi je persiste et je signe que la marche doit continuer sans coup férir. Et même si on devrait faire face à des goulots d'étranglement, nous devons les lever ensemble. Ce n'est qu'à ce seul prix que nous pourrons acquérir la vraie indépendance. Alors la marche continue et la marche doit continuer, Franck Arounou. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, tous les Béninois sont prêts ou pourront faire cette marche, comme vous le dites? Je ne le pense pas, Wahab. Je le crois fermement. Je le crois parce que nous n'avons pas de Bénin. C'est le seul que nous avons et qui nous unit. Si nous ne marchons pas résolument à le bâtir de jour en jour, à le garder comme la prunelle de nos yeux, nous serons tous des perdants. D'ailleurs, la marche et le vivre ensemble dont je parle ici, ça n'est plus négociable, c'est un impératif auquel on doit tous souscrire. Et les Béninois ont ce génie de trouver des solutions à leurs problèmes. Je voudrais juste prendre un exemple encore vivace et frais dans les esprits. La crise Bénin-Niger, lorsqu'il s'est agi de jouer à la médiation, nous avons vu combien deux anciens chefs d'État se sont investis. C'est un signe fort qui prouve que nous savons faire la part des choses, quelle que soit la forme et le fond de cette démarche. Elle a permis d'établir le pont aujourd'hui entre les deux pays pour engager des discussions qui n'étaient pas possibles il y a quelques mois en arrière. Et c'est le plus important, on peut s'opposer sur les idées, on peut avoir des appréhensions les uns contre les autres. En tout cas, il peut même arriver qu'on ne se comprenne pas, mais lorsque le moment vient de défendre la patrie, les intérêts communs, nous devons enterrer nos divergences, nous devons enterrer la hache de guerre. Cependant, j'estime qu'il faut éviter les querelles politiques et politiciennes qui nous retardent plus qu'elles nous permettent d'évoluer. Nous devons apprendre ou faire l'effort de nous accorder sur le minimum lorsqu'il s'agit des questions de développement, lorsque la bonne idée doit venir de l'opposant pour nous permettre d'avancer. Nous devons l'accepter. Lorsque l'idée salvatrice doit provenir du mouvancier, nous devons également l'accepter. En fait, j'invite chacun et tous à ce que j'appelle la grandeur d'esprit au profit de la patrie, au profit de la nation. Les festivités du 1er août, d'accord, mais nous devons à cette occasion nous remettre en cause, nous mirer dans la glace pour nous apprécier
nous-mêmes, des dirigeants aux derniers citoyens du Bénin, cela doit se faire à chaque 1er août de chaque année. En résumé, il faut marcher, puisque la marche doit continuer. Eric Guédeno, bonjour. Bonjour, Wahab Alikpara. William Klikan. Bonjour, Wahab. Eric Gaba, bonjour. Bonjour, Wahab Alikpara. Allez, on va s'intéresser d'entrer à ce 1er août, les festivités. On va revenir très rapidement à ce message tant attendu par les Béninois, le message de la veille du 1er août du chef de l'État qui cette année n'est pas venu. Il y a eu, dois dire, une autre activité du chef de l'État en lieu et place de ce message. On va commenter cette innovation et revenir sur l'appétit, dois dire, des populations qui ont longtemps ou bien qui ont chaleureusement espéré le message du chef de l'État qui n'est malheureusement pas venu. Allez, quel bilan faites-vous, je dirais, de ces festivités, de ce que nous avons observé le 1er août, William Klikan? Il y a eu fête. C'est ça. C'est l'essentiel. Après, on peut se demander pourquoi c'est ce chant que le policier interprète. Ou pourquoi tous les ans, il faut l'hymne national comme tableau artistique dans des langues ou dans une langue particulièrement, puis ensuite une vedette de l'art dans le septentrion. Pourquoi ce n'est que le tableau artistique? On peut se demander si entre-temps notre invité d'honneur en très bonne tradition anglo-saxonne, le Nigeria, nous a ravi la vedette à la limite avec un tableau assez impressionnant comme on le leur connaît. On peut se demander pourquoi finalement les deux anciens présidents que nous avons toujours en vie ne sont pas venus. On peut se poser 1001 questions, mais entre-temps, il y a eu fête. C'est l'essentiel. Il y a eu les personnalités, nos gouvernants, les responsables des institutions, et tous ceux qui ont en charge aujourd'hui la borne match du Bénin, qui étaient présents avec beaucoup d'autres Béninois. Donc, il y a eu fête. D'accord. Alors, le Gaba, comment vous voyez les choses? Oui, je vais aborder dans le même sens en disant qu'il y a eu fête, mais justement, au-delà de la fête, nous allons abonder dans le même sens que le chroniqueur qui incite à une réflexion et au vivre ensemble. Le vivre ensemble qui appelle la cohésion sociale. Effectivement, on a vu au cours de ce défilé la belle parade des forces de sécurité et de défense, mais nous avons également vu au niveau des politiques qu'il y a une forte absence, ou du moins une absence remarquable des deux anciens chefs d'État qui, ces derniers mois, se sont évertués à, d'une certaine manière, juguler, tenter de résoudre la crise entre le Niger et le Bénin. Et j'ai trouvé que c'est un peu bizarre que ces deux chefs d'État soient vraiment absents à ce défilé, pour d'autant plus qu'on ne peut pas me parler de santé, on ne peut pas me parler d'autre chose, puisqu'ils étaient vraiment actifs ces derniers jours, que subitement qu'ils soient absents, et que ce soit encore au lendemain de la déclaration des démocrates qui ont affirmé haut et fort qu'ils seront présents au défilé. C'est vrai qu'ils se sont fait représenter, mais on aurait vraiment voulu que le président Patrice Talon soit à ses côtés, et puis à la tribune officielle. Ces deux prédécesseurs, c'est les deux anciens chefs d'État qui ont vraiment agi pour que la crise entre le Niger et le Bénin puisse atteindre un niveau. L'autre tableau que moi j'aimerais beaucoup plus notifier, c'est ce fameux message qui a été attendu, puisque c'est la question que vous avez posée d'ailleurs. On va revenir sur ce message qu'on n'a pas eu, mais on a vu autre chose à la place. Donc déjà, on peut déjà dire qu'il y a eu fête, mais maintenant, il est temps que nous réfléchissions sur le vivre ensemble. Alors, Eric Gaba, manifestation doit dire du patriotisme. Oui, parce que, qu'on le veuille ou non, ce sentiment, n'est-ce pas, vient toujours, surtout quand nous voyons nos forces de défense et de sécurité défiler. Il y a cette chaleur, cet amour qu'on a pour le pays, n'est-ce pas, qui vous prend. Et donc, effectivement, à travers cette célébration, on a eu, comment on dit, un très bon spectacle, un très bon défilé. Il faut aussi saluer toutes les personnes qui se sont mobilisées pour l'organisation. La veille, nous avions reçu le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture qui a estimé que le défi pour eux cette année, c'était que tout ce qui a été fait comme installation soit pas des entreprises locales. Par le passé, c'était pas le cas. Et donc, on peut se réjouir de ce qu'aujourd'hui, on a les ressources humaines
qualifiés pour, comment on dit, organiser, installer tout ce que nous avions vu comme dispositif. Pour la fête, c'en était une. Je pense que nous sommes déjà un peu habitués à ce format qu'on nous a servi. C'était un peu pareil l'année passée. Sobriété, simplicité, tout a été orchestré, n'est-ce pas, de façon à permettre au public béninois de savourer ces instants. Nous avons vu la participation d'une délégation nigériane. Bon, on a estimé que c'était un peu trop long et puis tout. Bon, voilà. C'est bien. Ça montre des relations de bon voisinage. Quelqu'un que vous invitez qui a envie de vous montrer ce qu'il sait faire, on ne va pas s'offusquer pour ça. Donc, c'est pas mal. Peut-être que l'année prochaine, ce sont nos militaires qui seront de l'autre côté aussi. Il y a certains qui ont ironisé pour dire que c'est sûr qu'on a dit aux gens du Nigeria ils seront les seuls à défiler au Bénin. Ils ont pris du temps. C'était juste. Donc, je pense que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. C'est vrai, Ulrich évoquait l'absence des anciens chefs d'État. Je pense qu'ils étaient annoncés, ils étaient attendus et que ce que j'ai appris, c'est que l'ancien président Nicéphore Soglou a eu un petit souci de santé, et l'ancien président Boniaï s'est mobilisé à ses chevets. Nous lui souhaitons une prompte guérison, justement. J'allais en venir parce que sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il a reçu beaucoup de visites, parce que les gens se sont préoccupés de son absence, je dirais, au défilé du 1er août. On peut dire qu'il n'y a pas péril à la demeure, en cas où l'absence de ces deux personnalités du Bénin, les anciens présidents Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglou au 1er août. Oui, on peut se questionner sur leur absence. Moi, ça ne me dérange pas outre mesure. Vous avez vu, ils ont été actifs sur un autre front. C'est par rapport à la crise entre le Bénin et le Niger. On les a vus, se sont véritablement investis. Ils ont mis de l'énergie et ça a donné quelques résultats que tout le monde a appréciés. Ça veut dire que sur la fête du 1er août, s'ils n'ont pas eu la capacité de se déplacer, on ne peut pas leur en vouloir. Ça ne peut pas non plus arrêter l'évolution des choses. Le plus important pour moi, c'est le défilé qui a eu lieu, c'est la commémoration que nous avons réussi à faire, que rien n'a pu déranger, rien n'a pu perturber. Parce que peut-être ailleurs, sous d'autres cieux, pendant ces festivités, il y aurait eu des perturbations, il y aurait eu des dérangements, ce qu'on n'aurait pas souhaité. Moi, j'ai vu nos forces de défense et de sécurité offrir de belles parades. J'ai vu, disons, une certaine cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Et ça montre que nous avons toujours une armée debout, une armée engagée et surtout, disons, l'organisation qui a été parfaite. C'est très important de le relever. Et tous ceux qui ont contribué, même le dernier béninois de loin, quelque part, Karim Maman, il a contribué parce qu'on sait que ce 1er août-là, on doit assister à une belle fête. Et cela, ça résonne dans la tête des dirigeants, des organisateurs qui ont tenu le pari, qui ont voulu que le citoyen qui est devant sa télé ce jour-là puisse suivre un beau spectacle. Je pense que c'est déjà un pari gagné. Le reste, c'est disons, les anniversaires à venir. Mais c'est une satisfaction en tant que Béninois, en tant que fils du Bénin. Allez, on change de sujet pour s'intéresser à ce volet qu'évoquait tout à l'heure Ulrich Gaba, notamment le message du chef de l'État qu'on a entendu et qu'on n'a pas eu. On sait qu'en lieu et place de ce message, Patrice Talon a reçu les meilleurs apprenants ou les meilleurs aux différents examens de cette année 2024, CEP, BPC, baccalauréat, je crois CAP et bien d'autres. Ulrich Gaba, je reviens à vous. Vous avez une lecture, je dirais, de ce message qu'on n'a pas eu cette année. On n'a pas les raisons de ce message, mais c'est vrai que ce n'est pas constitutionnel. Donc, le chef de l'État est libre de le faire ou de ne pas le faire, mais il a choisi un format qui, moi, personnellement, m'a touché. Et touché en ce sens qu'on a vu le président de la République avec les meilleurs aux différents examens nationaux. Et avec tous ces enfants, le message était assez clair. C'est une manière de stimuler l'excellence au sein du pays. C'est vrai que d'habitude, nous avons des messages. Un message pour souhaiter une bonne fête à la nation. On sait aussi qu'à la fin de l'année, normalement, il y a un discours sur l'état de la nation, ce qui permettait quand même à toute la population de savoir avec précision qu'est-ce qui a été fait, selon ce qui a été prévu, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été moins bon ou bien bon. Donc, déjà au niveau du 31 juillet, tout le monde s'attend à ce qu'on ait un autre message
qui fasse un peu, d'une certaine manière, un peu l'état de la situation que le pays traverse, mais aussi en même temps pour souhaiter les vœux. Mais ici, cette fois-ci, les vœux ont été souhaités d'une autre manière. Et moi, je pense que c'est de cette manière-là que, effectivement, les jeunes qui nous suivent actuellement, des jeunes qui vont aux divers examens, vont se sentir beaucoup plus intéressés. Parce que pour un enfant qui, de loin, voit son camarade de classe avec le chef de l'État souhaiter les vœux, c'est qu'il va se dire la prochaine fois, on a choisi de lancer un autre message. C'est un véritable message en fait. C'est un véritable message. Et je dirais plutôt que c'est un message pratique. C'est vrai de souhaiter les vœux, c'est vrai de souhaiter le travail, c'est vrai de souhaiter l'excellence, de souhaiter tout ce qu'on veut. Mais quand on a l'excellence à proximité et qu'on vient souhaiter les vœux avec l'excellence, c'est une manière de joindre l'application du message. Vous espérez vous aussi le message du chef de l'État? Oui, parce que l'an dernier, je n'en ai pas eu. Et en 2022, c'est à l'occasion de l'inauguration des monuments que le chef de l'État s'est adressé. Donc, officiellement, son dernier message sur l'état de la... son dernier message de vœux à la veille de la fête nationale, parce que je prends maintenant le 1er août sous l'aspect fête nationale de la République du Bénin. Son dernier message à la veille de la fête nationale remonte à 2021. Je m'inquiète. Je suis totalement d'accord qu'on promeut l'éminence grise de ces jeunes brillants, la fête des bois, la cime actuelle de l'intelligentsia de notre pays, parce que on n'arrive pas meilleur aux examens quand on n'est pas bon. On n'arrive pas, il n'y a que des esprits féconds qui arrivent à ce stade. Donc promouvoir ça, c'est promouvoir l'excellence, promouvoir les meilleurs génies de notre pays. C'est vrai que quand l'État les promeut, après, ils ne reviennent pas tous, sinon pour la plupart ils ne reviennent pas parce qu'ils gobent à la part ailleurs, parce que ailleurs c'est plus prometteur avec beaucoup plus de facilité, mais quand même où qu'ils soient, même s'ils se naturalisent, on dit que Mbappé est d'origine camerounaise, il est même retourné au Cameroun, quoi qu'on dise. Donc je suis totalement d'accord qu'il faut promouvoir l'excellence. Mais la solennité du discours de la veille de la fête nationale, pour moi, demeure revêt toujours son caractère national et vous êtes contre les innovations, c'est peut-être une innovation, on a voulu faire mieux, on a voulu améliorer ou changer les choses, sortir du discours classique du chef de l'État, n'est-ce pas, et cibler, je dirais, une couche de la société, n'est-ce pas, à qui on s'adresse, jusqu'en s'adressant aux meilleurs, en tout cas à l'éminence grise, comme vous le dites, on s'adresse à leurs parents, on s'adresse à bien d'autres concitoyens, on s'adresse aux enseignants, on s'adresse à beaucoup d'autres personnes, non? J'en conviens avec vous, parce que je suis d'accord avec l'analyse que vous faites selon l'innovation et indirectement comment on touche toutes les couches sociales. Mais là-dessus, il y a que cette occasion, par exemple, ne nous permet pas d'écouter le chef de l'État sur la façon dont le Bénin se porte, selon lui. La lecture qui est sienne de la marche démocratique que nous avons faite jusque-là, et sinon la marche de construction, l'échafaudage de l'État-nation que nous voulons depuis les pères de notre indépendance jusqu'à ce jour, finalement, cette forme, cette innovation nous a empêché de l'écouter. Ça commence à se répéter. Et moi, je pense que vivement, la dernière fête de l'indépendance que Patrice Talon va fêter, c'est celle de l'année prochaine. Constitutionnellement, c'est son second et dernier mandat. Vivement qu'on se rattrape l'an prochain. Vivement qu'on écoute à la veille de la fête nationale. Parce que je finis très rapidement là-dessus. Si vous dites Maïfa a prêté serment, le lendemain, c'était la veille de la fête, nationale au Sénégal. Il est revenu faire un discours malgré son discours d'investiture. Il n'y a pas eu grande manifestation. Il n'y a même pas eu défilé. Mais on l'a fait. Ouattara, c'est l'occasion pour lui de dire si un train il remplit ou il remplit. Bref, ça c'est solennel, le message de la veille de la fête nationale. Il y a vraiment l'appétit des populations, surtout si on s'en tient un peu à cette analyse de William Clicquant, et ils sont également nombreux comme ça sur les réseaux sociaux à avoir réclamé. Il y avait vraiment d'appétit, de raison d'espérer tant le message du chef de l'État. Oui, mais écoutez, qui n'a pas envie d'écouter le chef de l'État ou d'écouter son chef à une occasion pareille. Mais après, nous savons que de façon constitutionnelle, rien n'obligeait le chef de l'État à présenter un discours la veille de la fête de l'indépendance. Ce sur quoi on attend le plus le chef de l'État, et qu'il a toujours fait, c'est le discours sur l'état de la nation, n'est-ce pas, que nous avons toujours presque en fin d'année. Et ça a toujours été fait. William a fait le point, on n'a pas eu de discours l'année passée, on a célébré quand même la fête de l'indépendance, on en a eu à 2 occasions, je pense en 2017 et bien d'autres. Et donc, ce n'est pas réglementaire
n'est-ce pas, pour le chef de l'État de prononcer un discours à la veille de la fête de l'indépendance. Toutefois, l'homme tirant peut-être certaines conclusions ou manifestant le désir de se prononcer, peut prendre la décision de le faire. Sans doute pour passer un message, pouvait peut-être un point d'étape à son niveau. Voilà. Mais je pense que cette année, une autre formule a été trouvée, où on a reçu les meilleurs aux différents examens, et à l'occasion, le message de bonne fête de l'indépendance est passé. Je pense que nous avons eu droit donc on nous a souhaité de passer de bons moments de fête de l'indépendance. Donc je pense que c'est difficile à la fois de relever ça comme une insuffisance, dans la mesure où c'est juste le volet classique selon vous qui a manqué. Voilà, sinon le message selon vous a été passé. Et mieux, c'est pas constitutionnel. Enfin, rien n'oblige le chef de l'État à passer un message à la veille à faire un discours à la veille de l'indépendance. Alors, Franck Ahounou, Patrice Talon n'a pas prononcé de discours classique comme on le lui connaît par le passé, ou comme on a connu avec les autres présidents. On a noté que de plus en plus, ou bien ces dernières années, il y a toujours des innovations, en tout cas des changements. Le message classique de Patrice Talon ne vient pas toujours. Comment vous voyez les choses? Écoutez, William l'a dit tout à l'heure, en 2021, on a eu le véritable dernier message que Patrice Talon a prononcé. Si vous observez bien Patrice Talon... Message pour le 1er août, il faut préciser. Pour le 1er août. Le chef de l'État, vous avez vu des messages bien longs auxquels on nous avait habitués. Il a d'abord réduit. Quand il vient, c'est à peine quelques minutes qu'il faisait pour délivrer ce genre de messages. Même le message à la veille du Nouvel An, ces messages sont bien courts. Donc de là, il a glissé vers des messages qui se délivrent dans des canevas pas trop classiques. Je pense que l'homme est dans une démarche, moi selon ma lecture, de changer un peu de cette façon trop classique avec laquelle on fait les choses. Bon, disons, c'est libre à lui, c'est ce qu'il veut faire. Et le message, c'est quoi? Quand on parle de message, c'est, disons, c'est un signal que vous donnez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous recherchez, peut-être dans les comportements de vos compatriotes, de vos concitoyens. Et je pense que même quand on parle de l'excellence, ça n'est pas toujours, ou ça n'est pas qu'au niveau scolaire ou au niveau de l'éducation. On peut exceller dans l'administration, on peut exceller en tant que journaliste, on peut exceller en tant qu'agriculteur. Et donc le message cette année, si on doit se départir du classicisme auquel on est habitué, c'est qu'on recherche l'excellence au niveau de tous les citoyens. Maintenant, l'exemple que le chef de l'État a pris, c'est de partir de ces jeunes enfants, de ces jeunes citoyens qui ont émerveillé par leurs résultats. Je pense que c'est assez fort. Et tel qu'il l'a fait, je pense que chacun de nous devons tirer l'essentiel du message. Que de rechercher forcément la forme. C'est vrai, il y a des conservateurs, des gens qui veulent toujours que les choses se fassent, parce que ça donne une certaine solennité. Ça vous renvoie à une certaine, disons, vous retrouvez dans une certaine chaleur. Le chef de l'État avait délivré son message juste après le journal de 20h au niveau de la télévision nationale. Vous êtes assis, vous le suivez, vous vous levez après, vous faites une idée de ce qu'il a dit. Et donc ça peut manquer, mais je pense que le message, c'est le plus important. Le contenu, c'est le plus discours à l'État, discours à la nation du 1er août et rencontre avec les meilleurs aux différents examens. Pensez-vous que c'est la même chose? Bon, c'est la même chose, mais chacun choisit son style, justement. Et vous savez le style que le chef de l'État a choisi. Le contenu du message, c'est-à-dire la forme et la forme. D'une manière ou d'une autre, le message est passé. C'est un message. Que ce soit un message dans une forme ou dans une autre, il y a un message. Et déjà, nous sommes tous de la communication, nous savons que la première chose, c'est qu'est-ce que vous voulez véhiculer. Maintenant, le style dans lequel vous véhiculez le message, et maintenant les mots que vous utilisez, sans oublier maintenant les scéniques ou les personnages que vous utilisez. Donc tout cela, ce n'est que message. Et là, lui, il a choisi le message lapidaire. Et il est allé de façon concise et précise et pragmatique. C'est que, en un mot, vous savez, c'est un monsieur qui a toujours utilisé des signaux forts. Et ça, on le lui connaît.
utiliser ceux qui sont les meilleurs du Bénin à ses côtés pour souhaiter les meilleurs vœux. Là, déjà, rien que cette image, c'est beaucoup. C'est déjà un message en soi. Deuxième chose, lui-même qui dit, je ne souhaite pas les vœux cette année, mais c'est vous qui allez souhaiter et moi je vous suis. Oui. En disant, c'est une manière déjà de dire à ses enfants, non seulement vous êtes les meilleurs au Bénin, mais je suis en train de faire de vous des leaders. Donc c'est encore un autre message. C'est pour ça que je vous dis que au-delà des mots qui sont sortis, au-delà du message phare que nous avons l'habitude d'écouter, c'est un monsieur qui parle entre les lignes. Et quand vous voulez comprendre Patrice Talon, ne lisez pas que ces lignes. Il y a des mots au niveau des lignes, mais il y a aussi les connotations entre les lignes. Il faut savoir lire entre les lignes. Et ce message qu'il a fait... sur des portées de musique. Merci, merci. Donc il faut savoir comprendre le message. Et ici, effectivement... Donc vous voyez, c'est un message qui est en même temps adressé aux parents, d'abord aux élèves en général, pour leur dire, vous voyez, vos camarades sont avec nous, ils ont composé avec vous, ils sont les meilleurs, les voici à côté du chef de l'État. Quel enfant ne veut pas être avec le chef de l'État à un jour de fête? L'année prochaine, ce sera votre le second message, c'est aux parents d'élèves. Aux parents d'élèves parce que les parents encadrent bien leurs enfants, ils mettent les moyens pour que les enfants soient excellents. Le troisième message, c'est au corps éducatif, au corps de l'enseignement. C'est-à-dire, vous faites, parce qu'une école ou un enseignant qui se dit, ça c'est mon élève, là c'est mon étudiant, c'est moi qui lui ai appris, qui lui ai inculqué telle notion, il était mon élève, c'est que c'est une fierté. C'est pour vous dire que on vous dira que tous les Béninois ne sont pas des élèves, tous les Béninois ne sont pas allés aux examens, en dépit, je dirais, de la nature du message passé par le chef de l'État. On peut dire que tout le monde n'est pas élève, non? Non, je pense que l'activité de rencontre avec les meilleurs élèves, c'est sans doute pas besoin d'encourager l'excellence. Après, les enfants ont porté un message à tous les enfants du Bénin, et à tous les citoyens de ce pays pour la fête de l'indépendance. Je pense aussi, au-delà de tout ce que Ulrich a cité, que c'est très fort en termes de symbole de faire comprendre aux enfants ou à la nouvelle génération qui sont l'avenir de demain. Et il n'y a qu'un seul chemin, c'est le travail, voyez-vous. Et imaginez pour ces enfants, ils ne vont jamais oublier la célébration de l'indépendance de cette année. Ça va être gravé dans leur mémoire de savoir qu'à cette occasion, ils ont été reçus par le chef de l'État et qu'ensemble, ils ont porté un message au reste des Béninois. On a semé ici la graine d'appartenance à une nation. Imaginez pour ces enfants, ça veut dire que ma vie a de la valeur, qui plus est pour la nation, mais aussi pour le chef de l'État, et qui nous encourage justement à travailler. Et cela aura des répercussions sur tous les enfants de ce pays, de savoir que, enfants que nous sommes à l'école, on doit pouvoir travailler et peut-être, pourquoi pas, être aussi aux côtés du chef de l'État pour délivrer un message l'année prochaine ou les autres années qui viendront. Je pense aussi que de la chronique que Franck nous a présentée ce matin en termes de marche, oui, il nous reste beaucoup. On a fini de fêter, c'est très bien. On a essayé de faire quand même un peu un point d'étape, mais il faut voir véritablement le travail qui reste à faire. Comment s'occuper des enfants, comment s'occuper des jeunes, comment s'occuper des femmes, comment s'occuper des personnes âgées, n'est-ce pas? Allez, quelques soucis techniques, hein, ça ne manque pas par moment, ça fait partie des aléas du direct. Éric Guédeno, c'est vous qui avez la parole et vous étiez en train, je dirais, d'élaborer sur, je dirais, cette marche qui doit être une marche commune, telle que l'a souligné le chroniqueur ce matin. Absolument. Et il n'y a pas une autre façon pour un État de se construire
à part le travail, un travail acharné dans la rigueur, la bonne gouvernance, c'est tout ce que nous pouvons citer. Franck a rappelé un certain nombre de chantiers. Mais il faut aussi constater que peut-être, bon, avec un peu de déception, qu'il y a des combats qu'on aurait pu gagner depuis. Mais sur lesquels on était ensemble, sur lesquels nous traînons beaucoup. On passe le temps à se quereler au plan politique. Allez, on va se donner une autre occasion de revenir sur ce qui a fait que, bon, on a eu des difficultés, ou on a encore des difficultés à marcher ensemble, comme le souligne, je dirais, ou bien tel comme le souhaite le chroniqueur. Alors, William, je comprends que je suis sur ce message, sur la forme, parce que on vous sent intéressé. Je suis conservateur. Plus sur la forme et autrement. La forme et le contenu. Voilà, par rapport au fond. Du message, la forme et le contenu. Parce que le contenu, ce n'est pas « je vous souhaite bonne fête » tout court. Quand c'est un discours, quand le message prend la forme d'un discours sur l'année du chef de l'État, il ne dit pas « je vous souhaite bonne fête », même quand c'est court, même quand c'est 5 minutes, même mais quand ça devient interactif comme c'est le cas. Oui, parce que je comprends qu'on dise que le chef de l'État n'est pas obligé par les règles constitutionnelles ou réglementaires, mais il y a les coutumes républicaines. Dans une république, il y a des coutumes. Et le Bénin n'est pas la première république, on l'est depuis 58. Mais avant nous, d'autres étaient déjà républiques. Sinon, en 58, c'était l'année de la 5e république d'autres personnes qui sont aussi jeunes. Quand on doit parler de république, avant eux, d'autres ont fait ça. En fait, c'est pas nous qui créons l'État. Et je dis, je comprends. Sinon, en termes de coutumes républicaines, j'accepte qu'à la faveur d'un entretien accordé à la presse, le chef de l'État dise 2-3 mots pour souhaiter un vœu de nouvel an. Je comprends qu'un jour de l'an, le chef de l'État réuni avec nos frères handicapés. Et sur quel chantier vous aurez attendu le chef de l'État? Quand on quitte la question de forme et de fond de ce qui s'est passé cette année, vous attendez le chef de l'État sur, je dirais, sur quel chantier? L'environnement politique, l'horizon sur... Parce que quoi que nous disions, nous sommes en train d'amorcer la descente de Patrice Talon. Aujourd'hui, l'opposition et une certaine classe de la société civile querelle les règles politiques qui vont nous permettre de faire la descente, de faire la transition après Talon. J'aurais par exemple voulu entendre le chef de l'État là-dessus, tel qu'il s'est levé pendant le défilé militaire pour saluer le détachement revenu de l'opération Mirador, pour saluer la bravoure de ces hommes, des femmes. Le terrorisme est un léger regain aujourd'hui. Dans un contexte comme ça, et parce que nos forces armées seront à l'honneur le lendemain, écoutez le Patrice Talon sur la question terroriste, les efforts ça aurait pu apaiser les populations et galvaniser les populations. Si je dis cherté de la vie, tout ça, vous allez penser que je veux trouver des poux peut-être. Moi, je n'ai rien à penser. Mais en fait, ce sont des choses qui continuent d'être le quotidien des Béninois. Et pour un chef d'État qui n'est pas... fan des sorties médiatiques tout le temps, l'occasion de ces moments solennels ne devrait pour moi pas être... Alors Franck Arounou, sur quel chantier vous aurez souhaité ou espéré le chef de l'État s'il devrait s'en tenir à son discours classique? Cette question relance entièrement le débat. Vous voyez, ce que William a dit, posez la question à Eric, il vous dira encore 2 ou 3 choses. Posez la question à Ulrich Gaba. Autant si on va tendre le micro à tous les citoyens, chacun aura son appréciation de la chose. La forme utilisée par le chef de l'État pour délivrer son message cette année règle ce problème. C'est-à-dire que pour éviter la polémique bien facile de dire le chef de l'État n'a pas abordé tel sujet. Vous verrez des acteurs politiques venir se frotter à nos intelligences ici pour vous dire mais il aurait pu nous dire qu'est-ce que le code électoral nous réserve pour ne pas tuer les gens en 2026, pour ne pas faire ci. L'autre viendra vous dire mais ça demeure quand même un sujet d'actualité qui préoccupe beaucoup de citoyens. On peut continuer les débats. Et sans doute le chef de l'État lui-même est conscient de ce que les gens ont grillé pour qu'on mais les occasions. Lorsque les occasions pour en parler ne manquent pas. Lorsque le chef de l'État se met à dire écoutez, ça va, l'état d'esprit des Béninois, je pense que ça a évolué. Sur le plateau le lendemain, vous allez entendre moi ça ne va pas, mon état d'esprit parce que je mange pas bien. C'est quand même la vie. C'est quand même la vie, non? Vous voyez, il a mis l'emphase, il a mis en lumière le travail. Et il a pris en exemple les jeunes
des jeunes citoyens béninois. D'accord. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que ce style, est-ce que vous pensez que ce style de fonctionnement, en tout cas cette façon de faire du chef de l'État pour cette année 2024, ça annule la réaction des autres citoyens qui viendront dire oui, on espérait le chef de l'État sur le code électoral, on l'espère sur l'animation de la vie politique, on espère, on l'attendait sur ce que sera 2026. Si vous prenez opposants, vous prenez mouvanciers, vous prenez les acteurs de la gauche ou de la droite, tout le monde est d'accord qu'il faut du centre, on vous dira qu'il faut travailler. Et donc, la valeur qu'il prône là, moi je pense que c'est partagé de tous. Personne ne vous dira, l'opposant ne vous dira pas, écoutez, restez à la maison, ne travaillez pas. Il faut travailler, nous travaillons pour conquérir le pouvoir, nous travaillons pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Le mouvancier vous dira, nous travaillons pour mettre en lumière nos actions. Le journaliste vous le dira, le paysan vous le dira. Donc, le travail, c'est une valeur partagée. D'accord. Et donc, quand on met cette valeur partagée en lumière, moi, je pense que c'est déjà très bien pour comprendre. Vous pensez que les occasions n'ont jamais manqué pour aborder certains sujets? N'ont jamais manqué et ne manqueront jamais pour aborder ces questions de façon spécifique. Nous parlons d'une fête nationale. Pourquoi se gâcher encore l'esprit avec des sujets polémiques à cette occasion? Code électoral, je ne sais pas. On a tout le temps pour aborder ces sujets. Non, mais nous célébrons l'unité. Nous célébrons l'unité. Est-ce que cette célébration de l'unité, on ne pouvait pas aborder des sujets qui nous divisent à l'effet de nous rapprocher, de nous unir? On veut que ce jour plus que jamais, les Béninois puissent parler d'une même voix. Que les Béninois puissent célébrer cette fête avec nos forces de défense de sécurité, avec joie et fierté. D'accord. Les questions politiques, on peut les aborder on a tout le temps. Le lendemain. On ne fait pas ça. D'aujourd'hui, donc avant la célébration, après la célébration, on ne fera que ça, puisque la politique, c'est ce qui nous intéresse à longueur de journée. Mieux, rapidement. Oui, sur quoi j'attends le chef de l'État en termes de chantier. De façon spécifique, c'est la situation de nos fonctionnaires à la retraite. Vous savez, ceux qui ont fait de ces enfants les meilleurs aux différents examens, ce sont des enseignants. Nous en avons qui sont aujourd'hui à la retraite. À qui l'État, je ne parle pas d'une gouvernance, à qui l'État, n'est-ce pas, a accordé des avantages pendant qu'ils étaient en exercice. Et aujourd'hui, c'est un dossier épineux. Ils sont à la retraite, pour la plupart, c'est des gens qui traînent des problèmes de santé. Et ils ont besoin que l'État, en tant qu'État, je ne parle pas d'une gouvernance, je précise, puisse leur accorder véritablement cet avantage, n'est-ce pas, qu'on leur a accordé. On ne peut pas demander à nos seniors qui ont passé toute leur carrière à lutter pour leurs conditions de vie et de travail pendant qu'ils étaient en exercice, et maintenant qu'ils sont encore à la retraite aujourd'hui, leur demander encore de faire encore des efforts pour qu'on puisse leur accorder leur avantage. Si l'année prochaine, par exemple, aujourd'hui, cette année, le chef de l'État a reçu les enfants pour souhaiter un bon message aux Béninois, l'année prochaine, peut-être que ça peut être... Louric, vous attendez le chef de l'État sur quel chantier s'il devrait venir face à l'écran pour un discours classique à la nation? Ben écoutez, si on doit choisir la thématique, il y en a de diversifier, de varier et autres. Ce qui est certain, si éventuellement, personnellement, je devrais attendre le chef de l'État, j'allais lui demander de venir parler des conditions de vie de nos chers compatriotes qui, au quotidien, estiment que jusqu'à présent, le pain béni ne vient pas encore dans les poches du contribuable béninois et que la bourse n'est toujours pas garnie. Et c'est vrai qu'on attend toujours que la manne vienne du ciel, mais est-ce que la manne viendra du ciel? Comment ça va se passer? Est-ce que véritablement le panier de la manne ménagère va retrouver une certaine aisance ou un certain confort? Ça, c'est des questions sur lesquelles j'aurais aimé que le chef de l'État vienne, mais il a choisi délibérément d'opiner sur un seul thème, l'excellence, le travail et l'excellence. Et là, je lui respecte son choix. D'accord. Alors, si moi je devrais... peut-être sur la crise entre le Bénin et le Niger. Vous savez, après le départ de la délégation nigérienne, on n'a pas eu véritablement des nouvelles de la Marina. Jusque-là, il n'y a pas eu de communiqué officiel, un message officiel à ce niveau pour ça me laisse un peu sur ma soif. Je voudrais savoir un peu ce qu'il s'est passé. Et quel est le niveau d'évolution même de ce dossier? Est-ce que dans les prochains jours, on va ouvrir finalement... C'est une question qui fâche, comme le code électoral. Ça aussi, c'est une question. Oui, c'est ce que je dis. Vous avez vu, on n'est pas unanime sur la question. Donc, si on doit prendre
apprécier le chef de l'État sur les chantiers sur lesquels on l'attend. On parlera de 1001 chantiers. Oui. Et si vous allez questionner le béninois de Banikwara, il vous dira que lui, on est obligé d'avoir la poitrine qu'il faut. On vous dira, si vous allez à l'université, les étudiants vous diront les allocations, ils vous diront les amphithéâtres. Je voudrais que le chef de l'État parle de Gaïman, parle de ci et de ça. Les sociologues vous diront autre chose. Les historiens, les métaphysiciens, les philosophes, n'en parlons pas. Mais il est élu on vous dira qu'il est élu pour ça. Oui, il est élu pour ça et qu'il doit se montrer disponible. On nous demande de tous travailler, de cultiver l'excellence. Sauf les journalistes. Voilà. Nous attendons les réformes aussi. Les réformes. Pourquoi on ne peut jamais s'oublier, même si chaque fois on dit que chez nous, c'est la corporation. Oui, on parle bien des autres. Les cordonniers mal chaussés. Allez. On va se donner rendez-vous demain, si vous permettez, pour revenir sur ce dernier rapport. Un rapport à décortiquer. Voilà, un rapport à décortiquer, un rapport d'Amnesty 2023 en ce qui concerne l'univers carcéral au Bénin. Les chiffres sont quelque peu inquiétants. On parle d'au moins 46 détenus morts dans au moins 4 prisons au Bénin. On reviendra demain, n'est-ce pas, à décortiquer ce rapport sur le ciel de permet. Vous dites 46 en 7 mois. Voilà, en 7 mois, oui, entre janvier et juillet 2023. Ça devient donc inquiétant. On appelle les autorités à agir. On sait également qu'il y a eu Conseil des ministres mercredi dernier et qu'il y a une décision qui porte sur, je dirais, la façon de revoir les choses, d'améliorer les conditions de détention et autres. Allez, mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On vous propose de prendre le rendez-vous de 21h, Canal Sport avec Ali Moumouni. Et tout de suite, on se dit au revoir avec la revue de presse de Clément Tchadé. Allez, portez-vous bien. Bonjour à tous. Dans la presse nationale ce lundi, peu d'informations politiques. Les parutions s'intéressent essentiellement au bilan de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, la culture avec le festival des masques à Porto Novo, la crise au Bénin-Niger, la justice et d'autres faits de société sur le festival des masques tenu dans la ville capitale du Bénin. Fraternité écrit en manchette que c'était une véritable immersion dans les arts et la culture. Le quotidien de Ménotin ajoute que la présence de Patrice Talon a rehaussé les manifestations de cet événement qui révèle encore le Bénin. Mon confrère précise même que les rythmes traditionnels ont émerveillé le public à la place Migan de Porto Novo. Avec cette fin réussie de ce festival, l'autre quotidien écrit que Porto Novo a révélé le grand potentiel et la richesse de la culture béninoise. Le leader du jour, les 4 vérités, signale également la présence surprise de Patrice Talon sur les lieux de la valorisation des masques au patrimoine culturel du Bénin. Aux 2 confrères de conclure donc que le chef de l'État reste attaché aux valeurs culturelles du pays. L'emblème du jour préfère parler plutôt d'une fin de festivité avec un goût inachevé. Le Canard évoque ainsi la satisfaction des populations de la ville aux 3 noms et celle des autres villes du Bénin. Bénin intelligent évoque les succès mais révèle aussi les couacs enregistrés. Le journal ajoute en effet que cette édition a beaucoup égayé mais reste perfectible. Au sujet de la tension entre le Bénin et le Niger et la réouverture des frontières, le matinal écrit que Tiani pose des conditions. Le même Canard évoque des accusations injustifiées. Parlant toujours de ce bras de fer entre les 2 pays, Info Matin rapporte la sortie du général samedi dernier. Le quotidien pense que Tiani se dédie et s'oppose à Traoré.
Revenons au plan national pour évoquer la célébration du 64e anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Bénin Intelligent publie la liste des 464 détenus graciés par talent sur la grâce présidentielle accordée. Le Patriote pense que la liste a été gonflée inutilement. Le journal évoque ainsi le cas des prisonniers politiques et détaille que 3 des 27 annoncés sont déjà libérés et que 6 autres le seront le 6 août prochain. Mon confrère informe en revanche que le mouvement dénommé Génération Aïvor invite Talon à libérer les prisonniers politiques. Le même Creuset salue tout de même le pas fait par Talon pour la concorde nationale chez Matin Libre. Le même Canard traite un autre angle de cette célébration et parle du bain de foule inhabituel. Mon confrère se demande si Talon est finalement en quête de popularité. Sur cette célébration de l'indépendance du Bénin, le Patriote publie ce matin une autre raison de l'absence de Yahi et de Soglo au-delà du malaise. Grâce au présidentiel à 464 prisonniers, dont 27 politiques, une copie sans grande satisfaction avec le maintien de Aïvo et Madougou en prison selon Dynamisme Info. Et puisque nous parlons de la libération des détenus, on atterrit au ministère de la Justice et de la Législation avec les 4 vérités. Le journal nous informe que les travailleurs du dit ministère vont finir le 7 octobre prochain. Où j'ai été présidente lorsqu'elle conjugue béninoise est révélée. Mes confrères du quotidien Public publient aussi sur le rapport d'évaluation des politiques et des institutions nationales de 2023. Selon le Canard, le Bénin est classé 2e en Afrique. Dans les dernières secondes, maintenant, le pays émergent parle de l'utilisation du système d'information et de gestion des finances publiques, une réforme du ministère d'État en charge de l'économie et des finances. Le quotidien de Vicou informe alors que le personnel des postes comptables dans les ministères, départements et des communes du trésor public sont désormais outillés. Un satisfecit pour Alban Bessan, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances.